Bonjour à tous et bienvenue sur LCP. Aujourd'hui, retour sur une audition très forte qui a eu lieu devant la commission d'enquête qui essaye de faire la lumière sur les violences commises dans les établissements scolaires. Ce 26 mars, elle a entendu une ancienne professeure de mathématiques qui a exercé à Bétarame. Elle a alerté les autorités à l'époque de cas de violence dont elle a été témoin à l'époque où François Bayrou était ministre de l'Éducation nationale. Elle explique avoir subi des pressions et menaces pour faire taire ce qu'elle voyait lorsqu'elle y travaillait. Tout de suite, cette audition très forte devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Madame Françoise Gulung, ancienne professeure de mathématiques qui a enseigné à Notre-Dame de Bétarame dans les années 90 et qui a tenté de dénoncer les violences subies par certains élèves au sein de cet établissement. Je vous remercie tout particulièrement, Madame, d'être venue à Paris, spécialement pour être entendue par notre commission alors qu'on ne pouvait organiser une audition à distance. Mais vraiment, on vous remercie chaleureusement car on sait en plus que le Sud-Ouest n'est pas formidablement desservi. Comme vous le savez, nous essayons de comprendre comment les violences récemment révélées par ceux qui en ont été victimes ont pu être commises pendant de nombreuses années sur plusieurs dizaines d'enfants dans un établissement scolaire sous contrat d'association avec l'État, sans que celui-ci n'intervienne pour y mettre fin. Notre objectif est ensuite de proposer des solutions pour protéger efficacement les élèves contre des agissements de ce type. Je précise que cette réunion est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale, puis sera consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Notre échange prendra la forme de questions-réponses. Je vous poserai de premières questions et ensuite les rapporteurs vous poseront des questions. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées dans le cadre de travaux d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous demanderai donc, Madame, si vous le voulez bien, de lever la main droite et de le dire « je le jure » en appuyant sur le micro. Voilà, vous allumez le micro. Très bien. Je laisse appuyer ? Oui. Bien, je le jure. Je vous remercie, Madame. Madame Gulung, pouvez-vous nous préciser en première question dans quelles circonstances avez-vous été recrutée au sein de l'établissement Notre-Dame de Bétarame? À quelle période y avez-vous enseigné? En particulier, pouvez-vous nous indiquer à quelle date vous avez quitté définitivement l'établissement? Je vous donne donc la parole pour une première réponse. C'est bon? En fait, j'avais déjà enseigné pendant plus de 20 ans, près de 20 ans, dans un établissement palois, où j'avais été très heureuse. Simplement, cet établissement qui avait eu des classes post-bac dans lesquelles j'avais travaillé, avec beaucoup de satisfaction, ces classes post-bac sont parties au collège universitaire de Pau, pour 2 d'entre elles, et pour la 3e, à la chambre de commerce. Donc déjà, il y avait une relative baisse d'intérêt dans ma démarche, mais bon, puis 20 ans d'enseignement, c'est quand même un peu ronronnant. Donc, au bout de ces 20 ans, était affiché dans la salle des profs un document recherchant des enseignants qui auraient souhaité faire une formation pour devenir chef d'établissement. Je suis allée voir la direction, j'ai dit écoutez-moi, éventuellement ça m'intéresserait. J'ai été tout de suite embauchée, donc j'ai fait cette formation. Au bout de cette formation, qui se terminait fin juin comme le cycle scolaire est habituellement, au bout de cette formation, je suis rentrée chez moi, je n'ai même pas eu l'occasion de chercher un poste. J'ai reçu un coup de téléphone de quelqu'un qui s'est présenté comme le père Landel, directeur de l'Institut Notre-Dame de Bétarame. Il m'a précisé qu'il y était depuis 1 an à peu près, je ne sais pas s'il m'a dit 1 an, 1 an et demi. Il m'a dit il m'a dit je sais que vous êtes Zappo, je sais que vous avez pas une très bonne image de l'établissement,
Mais mon intention, je suis là pour restaurer l'image de l'établissement et je cherche une directrice ou un directeur adjoint. Compte tenu de ce que je viens de vous dire, je pense que le mieux, c'est que vous passiez une première année à prendre l'ambiance de l'établissement et en étant professeur de mathématiques dans la classe. Donc, j'ai débuté comme professeur de mathématiques en collège. Voilà. Alors ça, j'ai donc débuté en juillet 1994. Pardon, en septembre 1994, à la rentrée. Et quand est-ce que vous avez quitté l'établissement? Et j'ai quitté l'établissement Alors, le contrat va de septembre à septembre, donc la fin de mes cours était en juillet. Donc, mon contrat prenait fin au 1er septembre 1996. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Merci Madame. Est-ce que vous pouvez, pour commencer l'audition, nous expliquer la suite de votre carrière et l'impact que vous pensez que tout ce passage à Betaram et vos révélations a eu sur la suite de votre carrière? Ça sera ma seule question. Et ensuite, on rentrera avec mon collègue Paul Vanier dans la période qui nous intéresse. Donc, en fait, je pense que vous savez à peu près que ma carrière s'est terminée dans des conditions un peu difficiles. J'ai refusé de demander une mutation, donc j'ai assuré mes cours jusqu'au dernier jour. Et puis, ce qui fait que le mouvement de l'enseignement privé était clos, puisque je n'avais pas demandé une mutation, je suis rentrée chez moi en me disant il y aura probablement des postes à pourvoir au deuxième mouvement, et là, j'aurai quelques chances de pouvoir faire un choix, ce qui ne sera pas... gênée. Mais je n'ai pas eu besoin, c'est-à-dire que j'étais peut-être en vacances depuis quelques jours, quand j'ai eu un coup de téléphone de quelqu'un qui... Mais je suis désolée, hein, mais j'ai été beaucoup choisie, c'est ennuyeux. De quelqu'un qui s'appelait le père Vaillant, qui m'a dit « Bonjour madame, je sais que vous avez eu beaucoup de soucis à Notre-Dame de Betaram, mais moi je dirige un établissement à Saintes où tout se passe bien, tout est agréable, et j'ai justement besoin d'un professeur de mathématiques. » Alors je lui ai dit, écoutez, j'ai besoin de réfléchir, et puis de toute façon, c'est trop tard, comment ferait-on? Oh, mais pas de problème, je m'en arrangerai. Donc je suis allée visiter Saintes, voir, et au retour, je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose, j'ai accepté. Alors la pré-rentrée est arrivée. Vous voulez que je vous raconte jusqu'à... Voilà, la pré-rentrée est arrivée. En général, dans un établissement scolaire, quand il y a un nouvel enseignant, il est un peu la curiosité de tout le monde, et en tout cas, on essaye de le recevoir. Là, j'ai eu 3 collègues, que je connais toujours d'ailleurs, qui m'ont reçu. Les autres étaient très... Je ne comprenais pas, mais ils n'étaient pas très... bon, ils ne tentaient pas vraiment de communiquer. Donc, la journée de pré-rentrée se passe. Moi, je suis certifiée, donc, de mathématiques. Donc, le rectorat m'avait accordé un contrat de 18 heures de mathématiques en lycée. La journée de pré-rentrée se passe, le chef d'établissement nous donne les fiches de poste, et sur ma fiche de poste, il y avait quelques heures de mathématiques, quelques heures de physique et beaucoup d'heures de surveillance. C'était assez embarrassant comme situation. En général, les pré-rentrées sont le vendredi, en tout cas c'était le cas à cette époque-là. Donc je rentre chez moi, je réfléchis et je prends la décision que j'irai là où je suis censée être. Quand je suis censée donner un cours de maths, je donnerai les cours de mathématiques. Mais sur les autres horaires, j'expliquerai aux élèves qu'il y a certainement une erreur, que je les priais d'être sages et de s'occuper tranquillement. Voilà. Ça a tenu à peu près une dizaine de jours, entre 10 et 15 jours, et j'ai été convoquée par le directeur, le père Vaillant, qui me convoque, donc je le salue poliment, et je lui dis, je ne comprends pas ce qui se passe. Et là, il me dit, en ces mots-là, vraiment, parce que c'est frappant quand même, mais vous êtes complètement idiote, vous n'avez pas compris que vous êtes là pour venger mon ami Caricart. Bon, je sais que ça semble incroyable, mais il y a beaucoup de choses incroyables dans cette affaire. Vous êtes là pour venger mon ami Caricart.
Alors je lui dis, bon, ben écoutez, moi en tout cas, je ne ferai pas autre chose que des mathématiques. Ah, mais au moins de la physique, non. Je dis non. Il me dit, mais vous savez, je dis, mais oui, mais mon contrat, c'est des mathématiques, donc ça, je ferai des mathématiques. J'ai compris qu'il fallait plus jamais céder à rien. Voilà. Donc la suite, en fait, j'ai eu beaucoup de soucis de cet ordre-là sur toute ma carrière. J'ai terminé ma carrière, alors je ne vais pas passer dans... Voilà, mais quand même, j'ai terminé ma carrière avec un cancer, j'allais mieux et j'avais demandé un mi-temps thérapeutique. Dans l'enseignement privé, c'est le service de santé départemental qui juge. Le service de santé départemental m'a demandé de fournir les comptes rendus divers et m'a demandé aussi une lettre du médecin du rectorat. J'ai fourni cette lettre, enfin je l'ai reçue et je l'ai fournie, et dans cette lettre, le médecin du rectorat expliquait que j'étais une personne complètement un peu dérangée, qui posait problème à l'établissement, qui posait problème aux élèves, et que donc il ne fallait pas me donner ce mi-temps thérapeutique. Donc je suis sortie de là sans mi-temps thérapeutique. J'avais juste 60 ans, j'ai donc pu prendre ma retraite. Donc je fais les petites démarches auprès du rectorat pour qu'on me fasse mon relevé de carrière. Et quand mon relevé de carrière m'arrive, il manquait presque 4 ans sur mon relevé de carrière. Il manquait tous les remplacements que j'avais faits dans le public quand j'étais étudiante. Et j'avais aussi passé les IPES. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Voilà. Et donc, j'avais 3 années d'IPES aussi. Donc, tout ça a été gommé, disparu. Donc, j'appelle le service de l'enseignement privé parce que, en fait, quand on est dans l'enseignement privé, on n'a aucun contact avec le rectorat, sauf avec un service, un bureau qui s'appelle le bureau de l'enseignement privé, qui est une structure complètement close qui fonctionne en roue libre d'une certaine façon. Donc j'appelle et la personne qui était là me dit « Ah mais moi je ne veux pas savoir, ce n'est pas mon problème, vous vous débrouillez ». C'était quand même embêtant parce que ça me faisait perdre. Enfin, je n'avais pas le nombre d'annuités voulues, alors qu'en les considérant, j'avais pratiquement une année de plus. Donc, c'était comme pas... Donc j'appelle l'université de Bordeaux, je tombe sur une secrétaire et je lui dis voilà ce qui se passe. Elle me dit oh, l'enseignement privé, vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Et j'ai eu effectivement, ça a été réglé. Alors, monsieur le rapporteur va prendre la parole. Madame Gulung, comment on doit vous garder jusqu'à 19h00 ? Il paraît qu'on ne peut pas vous garder plus longtemps. Ah ben moi je ne peux pas non plus. Voilà, c'est pour vous surtout. Donc je vous demanderai si vous pouvez être brève dans vos réponses. Très bien. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente, merci Madame Gulung. Et je veux, avant de vous adresser mes premières questions, vous saluer et saluer une lanceuse d'alerte, puisque tout indique que vous l'êtes, vous l'avez été à Betaram dès les années 90, et cette alerte a été manifestement très longtemps ignorée. Elle est reconnue aujourd'hui par notre commission d'enquête en vous recevant. Je vais vous adresser 2 séries de questions qui vont porter sur la question des violences dont vous avez été témoin et de leur signalement, et puis ensuite une autre série de questions qui va porter davantage sur le fameux rapport d'inspection de 1996 qui parle beaucoup de vous, et j'aimerais que voilà, vous nous disiez ce que vous en pensez. D'abord donc la question des violences. Et question très simple pour commencer, à partir de quand êtes-vous témoin de violences dans l'établissement Betaram que vous rejoignez donc en septembre 1994, et de quel type de violence êtes-vous témoin à ce moment-là, à partir de ce moment-là? Merci. C'est arrivé très vite. Comme tout le monde, j'avais signé des documents d'installation. Je me suis perdue, je cherchais le secrétaire dans les couloirs. J'entends sur ma gauche, dans une salle, un adulte qui hurlait sur un enfant, qui le cognait, j'entendais les coups. Et venait en face de moi Madame Bérou. Donc, bêtement, hein, je lui dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et elle n'a pas compris ce que j'attendais. Ça, c'est clair, elle n'a pas compris. Donc, voilà, c'était entre 15 jours et 3 semaines après la rentrée, quoi.
Pardon, vous pouvez appuyer juste sur le micro. Voilà. Ensuite, les choses que j'ai vues très, très, très vite et qui m'ont beaucoup, beaucoup dérangée, c'est mes élèves. J'avais des enfants qui étaient écrasés de fatigue, qui étaient ternes, qui étaient passifs et qui, de temps en temps, il y en avait un ou l'autre dont la tête tombait sur le pupitre. Et alors, la première fois où ça vous arrive, ça surprend quand même. Donc j'ai voulu savoir, j'ai interrogé, on m'a dit c'est pas grave, il y a eu des problèmes, parce que les enfants essayaient de pas trop parler. C'est pas grave, il y a eu des problèmes à l'internat cette nuit, on n'a pas pu dormir. N'empêche que ce genre de problème, ça se répétait avec une fréquence folle. Donc au bout d'un moment, j'ai eu, mais et qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Alors ils ont commencé tout doucement à dire quelques petites choses. Alors on me dit, oui, ben, il y a eu un enfant, je crois que c'était une crise d'asthme. Alors je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben le surveillant a gueulé, a tapé, mais ça ne servait à rien. Et alors je dis, et vous? Eh ben, ça a duré beaucoup plus longtemps. Bon, alors là, j'ai commencé à aller voir l'infirmière, parce que j'ai voulu comprendre. Et l'infirmière m'a confirmé qu'il se passait ce genre de choses. Et elle m'a dit, mais bon, il me semble qu'il se passe aussi d'autres choses. Mais donc je pense que c'était dans le premier mois et demi. Vous pouvez juste expliciter ce genre de choses, c'est-à-dire? C'est-à-dire des enfants qui visiblement avaient passé une grande partie de la nuit debout sans pouvoir dormir. Alors, les enfants, alors ce qu'elle m'a expliqué, ce que les enfants peut-être n'osaient pas dire, c'est que les enfants étaient mis au garde à vous au pied de leur lit et que ça pouvait durer 2 heures, 3 heures. Voilà. Et que parfois, pour un petit n'importe quoi, il pouvait y avoir en plus d'autres sanctions dont elle ne m'a pas parlé à l'époque. Mais elle m'a dit qu'il y avait diverses choses. Voilà. Donc là, on était encore en 94, je pense, ou tout début 95, j'ai commencé à signaler. J'ai écrit à M. Bérou. L'infirmière l'avait déjà fait quelque temps avant, sans réponse. J'ai écrit moi aussi, sans réponse. J'ai fait un courrier que j'ai envoyé au tribunal sans réponse. Je suis allée à la gendarmerie et on m'a dit « Oh oui, on sait ». Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on va à la gendarmerie, mais à l'époque, non. De toute façon, ils n'avaient pas d'archivage, donc voilà. Et j'ai aussi écrit à la direction diocésaine et j'ai contacté le médecin de la PMI. Le médecin de la PMI a certainement soutenu mes propos au niveau de la direction diocésaine. Et moi-même, la seule personne qui m'a contactée, c'est un représentant de la direction diocésaine qui m'a convoqué dans un bureau d'une école maternelle de Pau, où il m'a expliqué avec beaucoup de courtoisie, beaucoup d'entre-gens, que d'abord que je déshonorerais ma famille si je... et surtout que si je voulais rester dans l'enseignement catholique, il fallait que j'oublie tout ça. C'est un petit peu ennuyeux. Pour revenir sur ces violences, donc oui. vous entendez des coups oui. portés sur un enfant dans une classe oui. par un enseignant, oui. et on vous rapporte que des enfants ont subi des privations de sommeil à l'internat. On ne me rapporte pas. Les enfants arrivent en classe, mes élèves étaient en classe dans un état de fatigue extrême, et c'est eux qui m'expliquaient qu'ils ne pouvaient pas dormir parce que les sanctions, c'était d'être debout jusqu'au moment où le surveillant changeait d'avis. Très bien, c'est très clair. Donc des violences physiques. Est-ce que vous êtes témoin, on vous rapporte des violences sexuelles lorsque vous êtes à Bétarame? Non, on ne me rapporte pas de violences sexuelles lorsque je suis à Bétarame. J'ai vu au moins, parce que c'est vieux, mais je me souviens au moins d'avoir vu une agression physique, un enfant rossé dans la cour, très violemment, et je pense que ça fait partie des éléments qui m'ont permis de faire mes premiers courriers. Un enfant rossé dans la cour par un autre élève ou par un adulte? Par un surveillant, par un adulte. Voilà. En plus, je ne connaissais pas les gens. Et très vite, je n'ai pas cherché à les connaître. Voilà. Donc ça, c'est toujours dans l'année 94, dans les premiers mois après votre arrivée? C'est dans les premiers mois. D'accord. Voilà. 2 questions sur Madame Bayrou. Vous dites la croisée dans un couloir, oui. au moment, donc c'est quelques semaines après votre arrivée. Est-ce que vous savez que Madame Bayrou est la femme du ministre de l'Éducation nationale de l'époque? Vous l'identifiez comme bien telle? sûr, je sais, parce que elle m'a été présentée, parce que j'ai dû manger 2 fois à la cantine. L'une des 2 fois, elle m'a été présentée, mais c'était l'image qu'on présentait de Bétarame. C'était le faire valoir. Voilà.
Et vous faites une série de signalements par écrit, Oui. Vous allez à la gendarmerie, ces signalements par écrit, vous dites Oui. les adresser à la direction diocésaine, à la PMI, Oui. Et à M. Bayrou. Pourquoi est-ce que vous écrivez à l'époque à M. Bayrou? Parce qu'il était ministre de l'Éducation et qu'il était il était conseiller départemental et donc il portait la responsabilité. Et je ne sais pas si je l'ai pensé, mais je crois qu'il était aussi au conseil d'administration de l'établissement. Qu'est-ce qui vous fait penser cela? Je vous dis je crois, parce que je pense que c'est en discutant avec l'infirmière, mais voilà. Et la femme de M. Bayrou, est-ce qu'elle avait une responsabilité au conseil d'administration? Je ne sais pas. Très bien. Donc vous lui adressez un courrier à M. Bayrou en Oui. sa qualité de ministre Oui. et de conseiller départemental. Est-ce que vous recevez une réponse de sa part? Non, la seule réponse que j'ai reçue, c'est de l'évêché. Et je pense que c'est parce que, de son côté, le médecin directeur de PMI, qui était aussi présidente d'une association de parents d'élèves, avait dû soutenir mes propos. Très bien. Et je crois, un peu plus tard, plusieurs mois plus tard, peut-être, plusieurs semaines plusieurs plus mois tard, vous allez rencontrer là physiquement M. Bayrou à l'occasion d'une remise de décoration. Oui. Et là, vous avez rapporté dans la presse l'avoir à nouveau informé. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode, nous le décrire? Ouais. Qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce qu'il vous répond? Alors, on fêtait le départ de Pau de Mère Myriam, qui était quelqu'un à qui j'étais très attachée. Donc j'y suis allée, et à un moment, je vois M. Bayrou à côté de Mère Myriam. Mère Myriam était à sa droite et lui à gauche. Je me suis dit, bon, c'est le moment ou jamais. Il ne m'a jamais répondu, je tente. Donc je suis allée à lui et je lui ai dit, M. Bayrou, c'est vraiment grave ce qui se passe à Bétharram, il faut faire quelque chose. Et il m'a simplement répondu, mais on exagère, voilà. Donc j'ai rien fait de plus parce que, voilà, pourquoi aurais-je fait plus? Enfin, voilà. Alors, M. Bayrou, qui est depuis devenu Premier ministre, a récemment déclaré au journal Ouest France, c'était le 21 février, à votre propos, Madame Gulung, il dit « Ces protagonistes, ceux qui auraient signalé ces violences, ceux qui lui auraient signalé ces violences, je ne les connais pas, ma femme non plus. » Comment est-ce que vous réagissez à ces déclarations? En tout cas, je pense qu'il ne me connaissait pas parce que je n'ai jamais été présentée à lui, mais bon, et que moi, j'étais une citoyenne de Pau, donc je le reconnaissais, et ça s'arrête là. Donc ça, il peut dire qu'il ne me connaissait pas, ça. Par contre, sa femme, on nous a présentés, on s'est croisés dans le couloir. Je dois dire qu'après, moi, dans un tout premier temps, j'ai quand même un petit peu interrogé mes collègues. Je ne comprenais pas. Ils devaient bien s'être aperçus que les enfants, que c'était pas très normal. Et en fait, c'était toujours non, mais on n'en parle pas. Mais de toute façon, c'est comme ça, c'est pas grave. Et voilà. Donc, j'ai très vite totalement renoncé à avoir des relations avec eux, mais je vois pas. Enfin, je pense pas que j'aurais pu faire autre chose. Donc, sur ces violences, est-ce que d'autres enseignants sont témoins? Vous avez parlé de Mme Bayrou, mais est-ce que d'autres enseignants le sont? Est-ce qu'ils vont tenter de les signaler, eux aussi? Est-ce que leurs éventuels signalements vont connaître les mêmes suites que les vôtres, c'est-à-dire une absence de réponse? Ou seront-ils traités différemment? Au moment où j'y étais, c'était le silence sur ce genre de problème. Je pense que tous les enseignants pouvaient, comme moi, voir que, enfin, du moins tous ceux qui avaient affaire à des enfants au moins d'âge collège, mais je pense qu'il était vrai aussi pour certains lycéens, pouvaient voir que les enfants étaient dans une situation difficile. Je pense que tous les enseignants le savaient. Maintenant, moi, on m'a toujours demandé de me taire, de ne pas créer de problème. Moi, je n'ai pas voulu. Qui vous l'a demandé? Comment? Même, enfin, les premiers temps, quand j'essayais de discuter avec des collègues pour leur dire, mais quand même, on ne peut pas faire quelque chose. Voilà. On a dit non, mais c'est comme ça, c'est l'établissement, c'est... Voilà. Je sais que ça peut paraître pas croyable, mais c'est vrai. Est-ce que vous avez des regrets? J'entends dans votre expression je n'ai pas pu faire plus. Donc vous êtes allé jusqu'à vous adresser aux responsables politiques, à interroger vos collègues. Est-ce qu'avec le recul, avec les témoignages que vous avez faits à la presse aujourd'hui, vous imaginez que vous auriez pu faire quelque chose de plus? Je pense que j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais. En tout cas, moi,
Je crois que j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais, vraiment. Je ne pense pas que je pouvais faire autre chose. En fait, ça, c'était les premiers temps. Mais quand, en décembre 1995, ces 2 enfants ont été mis dehors, dans le froid, alors là j'ai trouvé que c'était vraiment... J'ai considéré que c'était de la torture, de la barbarie de faire ça à des enfants. Et alors là j'ai décidé que je n'aurais plus aucune prudence par rapport à ce monde-là. Ça, c'est clair. Donc la première chose que j'ai fait, enfin, ça s'était passé juste avant Noël, les vacances de Noël. Donc à la rentrée, j'arrive dans mes classes de collège, puisque j'avais des collégiens. La première classe où j'arrive, j'avais des enfants affolés, terrifiés. Alors je les calme pour ce qu'ils me racontent, parce que je ne savais pas. Et alors, ils me disent, oui, mais moi, alors ils me racontent, mais moi, je n'ai pas de carte de téléphone, qu'est-ce que je vais faire? Alors là, j'ai considéré que le mieux que je pouvais faire, c'est un peu de les protéger. Donc j'aurais dit déjà, pas de souci, il y a des cabines téléphoniques dans le village, vous seriez à la place de vos petits camarades, vous foncez à la cabine, vous faites le 119, il n'y a pas besoin de monnaie. Et après, je leur ai dit aussi, je pense que ça ne suffit pas, il faut que vous racontiez à vos parents aussi les problèmes d'internat. Et alors là, il y a des élèves qui m'ont dit, mais je ne peux pas raconter ça, mes parents ils ne me croiront pas. C'est embarrassant pour un adulte d'entendre ça. Donc je me suis dit, là, il faut que je les rassure. Donc je leur ai dit, mais c'est normal que vos parents ne vous croient pas. Vos parents, ils vous ont mis là en pensant que vous serez bien élevé, qu'on prendra soin de vous. Bien sûr qu'on sera sévère, mais qu'on prendra soin de vous. Donc c'est normal qu'ils ne vous croient pas. Donc il faut que vous en parliez à une tati, une grand-mère, un cousin, quelqu'un qui vous croira et que vous gardiez son numéro de téléphone pour le cas où un pépin vous arriverait. Alors là, évidemment, pour moi, je suis devenue immédiatement persona non grata, ça c'est sûr. J'étais déjà pas très... Comment s'est traduit le fait d'être, comme vous le dites, persona non grata? Quelles conséquences est-ce que votre action a entraîné dans l'établissement? Alors, la première, très vite, dans les jours qui ont suivi... Alors, il y a quand même quelque chose... Bon, je réponds à cette question, mais il y a autre chose que je voudrais dire. J'espère ne pas l'oublier. Je suis devenue persona non grata parce que c'était très simple. D'abord, on m'a sommé, le surveillant général, et puis quand on me prenait dans le couloir, le père directeur, de demander une mutation. Alors, le surveillant général m'a sommé, le père directeur m'a dit « ce serait mieux pour vous », mais bon, le résultat est le même. J'ai refusé. Un jour, donc ça, on est arrivé au printemps quand même, parce qu'il y a eu diverses réactions des pères d'élèves, et du père d'un des 2 élèves et de moi-même. Voilà. Et très vite, je traverse la cour et je vois que le surveillant général était avec un ballon et un groupe d'adolescents, probablement des jeunes lycéens, autour de lui. Et donc, ce n'était pas habituel. Donc, je traverse la cour en gardant un œil dessus et je vois le surveillant général qui fait comme ça, le ballon part et le groupe d'enfants, enfin d'adolescents, suit le ballon et donc me saute dessus. Le ballon était envoyé sur moi, donc tout le monde me saute dessus. Donc je suis bousculée, je tombe par terre, je suis effectivement égratignée de partout, je saigne et j'ai mal à la face. Donc je ne fais ni une ni deux, personne n'est venu d'ailleurs ni m'éponger ni rien. Je suis partie directement à ma voiture et je suis partie à l'hôpital de Pau, c'est-à-dire à 35 km de là, aux urgences. Et là, on a fait des radios et j'avais des fractures de la face. Voilà. Ça, c'est la première. 96. Oui, c'est au printemps 96. Est-ce qu'on est le 2 avril 96, ce jour-là? Oui. C'est un épisode qui est décrit dans le rapport d'inspection 96, qui peut d'ailleurs nous conduire donc à cette deuxième série de questions. Ce rapport d'inspection, je vous interrogerai juste après sur votre appréciation générale sur ce que contient ce rapport, mais donc il décrit d'une façon différente de celle que vous venez de le faire, cet accident, y compris parce qu'il contient en annexe le témoignage d'un élève qui, lui, parle de bataille de boulettes de papier, etc., et qu'il aurait malencontreusement, sans vous avoir aperçu, qui vous serait tombé dessus. Bon. Qu'est-ce que vous pensez de la description qui est faite dans le rapport d'inspection de 1996 de cet épisode, et comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui... Alors, je ne connais pas ce rapport.
Alors, il a été rendu public dans la presse, je ne sais pas si vous l'avez lu. Non, je ne l'ai pas lu. D'accord, on va vous le communiquer, mais je peux vous lire, si vous voulez, comment l'épisode est décrit dans le rapport. Alors, Madame Gulung a été blessée. Elle a également demandé à son avocat de porter plainte. Elle donne de ce troisième incident une interprétation qui ne correspond pas à la réalité. Le contenu de la déclaration écrite faite par Stéphane G, qui est un élève dont on a la déclaration un peu plus tard, a été confirmé par des élèves présents dans la cour et témoins de l'accident. Et ce Stéphane G donc décrit une bataille de boulettes de papier qu'il conduit. Il ne vous verrait pas. Il saute par-dessus l'épaule d'un camarade et il vous tombe dessus. Cette description ne correspond pas du tout à celle que vous venez de faire. Voilà. Moi, en tout cas, il n'y a pas de ballon et il y a un seul enfant. Bon. Oui, voilà, bon, ben, c'est pas ce que j'ai vécu. Alors, comment est-ce que vous expliquez cette différence entre ce que vous avez vécu et le rapport d'inspection? Et vous avez commencé à décrire ce moment en répondant à ma question qui vous appelait à me dire être persona non grata, à quoi est-ce que ça correspond? Est-ce que ça veut dire que vous avez, selon vous, été l'objet d'une forme d'agression ce jour-là? Sur le moment, je me suis dit que ça pouvait l'être. Hein. Disons que j'ai 2 garçons, que habituellement, quand des enfants courent après un ballon, s'ils voient un adulte, ils ne se jettent pas dessus. Voilà. Donc pour moi, après, chacun raconte l'histoire comme il veut. Ceci étant, c'était le début, mais ensuite, dès que je traversais la cour, j'avais des lazzi, on a abîmé ma voiture, on me téléphonait chez moi avec des menaces. Donc voilà, pour moi, c'est dans un continuum. Hein. Voilà. Alors, je vous dis, je n'ai jamais entendu parler de cette inspection-là. J'en ai entendu parler d'une autre, d'ailleurs il n'y a pas longtemps, mais voilà. Alors juste pour que la chronologie soit en possession de tous les collègues, hein, donc l'épisode de l'accident, là, il date du 2 avril 1996, et l'inspection qui est conduite par un inspecteur pédagogique régional va débuter le 12 avril 1996. Elle conduira au rendu d'un rapport le 15 avril qui sera transmis par le recteur de l'Académie de Bordeaux à François Bayrou le 16 avril. Dans ce rapport d'inspection, Madame Gulung, vous êtes souvent évoquée. Oui. Mais je crois que vous n'avez jamais été interrogée par l'inspecteur. Est-ce que vous pouvez revenir sur où étiez-vous au moment de cette mission d'inspection? Quels échanges éventuels avez-vous eu? J'ignorais toute cette mission. Alors, ça, c'est... Mais j'ai l'impression qu'il y a 2 inspections distinctes, ou bien moi, j'ai eu une... Voilà. Ou si c'est une annexe voilà. Parce que moi, j'ai eu, le 18 février dernier, par Alain Esquer. En fait, Alain Esquer m'a appelé l'après-midi en me disant on parlera de l'inspection, de ton inspection à la radio demain matin. Je vais aller te défendre, mais il vaudrait mieux que ce soit toi. Alors, moi, je tombais des nues. Donc, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que cette inspection? Alors, il me dit, ben oui, je ne sais pas. Alors, je lui dis, mais est-ce que tu l'as? Oui. Alors, je dis, est-ce que tu peux la regarder? Est-ce que tu peux me dire s'il y a quelque chose qui ressemble à une signature, qui pourrait être la mienne? Est-ce qu'il y a un commentaire? Et il me dit non. Alors, je lui ai dit, je suis désolée. Peut-être pour préciser les choses et peut-être que vous compreniez mieux de quoi nous parlons, nous ne parlons pas d'une inspection pédagogique. Oui, mais j'ai bien compris. On parle d'une inspection administrative qui portait sur l'établissement tout entier. Absolument, absolument. Mais apparemment, vous me parlez d'une partie de ce document que je n'ai jamais vu. Donc, est-ce qu'il y avait un document en annexe? J'en sais rien. Parce que moi, ce qu'on m'a fait passer, donc après le 18 février, ça contient juste 2 pages et pas 3. Oui, bon ben voilà. Donc, donc je dis crûment à Alain, je lui dis, ben, écoute, s'il n'y a aucune preuve que j'ai eu cette inspection entre les mains, c'est de la merde et je n'irai pas. Et alors, bon, je prends le temps de la réflexion, je lui dis, mais je n'ai absolument aucune raison de me défendre contre quelque chose qu'on ne m'a jamais présenté, des reproches que je ne connais pas. Je lui ai quand même demandé s'il pouvait me faire passer une copie de cette inspection. Donc, il a tenté de me le photographier sur son téléphone. Et c'est quelques jours après, un journaliste qui m'en a donné les 2 premières pages en PDF, mais puisque vous semblez dire qu'il y en a une 3e, je ne l'ai jamais eue. Alors, cette 3e page, elle parle encore de vous, Madame Gulung, mais juste avant, pour bien comprendre, donc on est mi-avril, l'inspecteur est présent pendant une journée, c'est le 12 avril pour être précis, vous ne le croisez pas, vous n'avez pas vent de sa présence, alors qu'il va rencontrer une vingtaine de personnes, hein, entre des personnels et des élèves, vous ne le rencontrez pas, vous ne lui parlez pas, mais ce jour-là, vous êtes
Vous êtes au travail, vous êtes en arrêt maladie, vous êtes présent dans l'établissement? C'était à la suite de ces fractures de la face. J'ai dû être arrêtée 3 ou 4 jours, peut-être une semaine, pas plus, parce que je tenais... je ne voulais pas céder à ce genre de choses. Donc ça a été programmé, organisé, juste au bon moment. Je ne sais pas. En tout cas... Et d'ailleurs, si ça avait été involontaire, je ne comprends pas pourquoi on ne m'en ait pas parlé. Normalement, puisque j'étais concernée, on devait me la présenter, on devait me permettre de faire mes commentaires et me permettre de la signer. Voilà. Alors, Madame Gulung, je vais vous transmettre ce document, et puis il est public, je veux le redire, la presse l'a publié. Vous êtes la personne qui est la plus fréquemment citée dans ce document. Je veux rappeler que le Premier ministre actuel a indiqué avoir commandé directement, comme ministre de l'Éducation nationale, ce rapport en passant par le recteur d'académie. Et l'une des conclusions de ce rapport, Madame Gulung, est la suivante. Elle invite à, je cite, « trouver une solution afin que Madame Gulung n'enseigne plus dans cet établissement ». Ça, j'ai lu parce que c'est sur la 2e page. Ouais. Elle a l'intention de demander sa mutation. Qu'est-ce que vous pensez? Mais moi, je n'avais pas l'intention de demander la mutation, et ils étaient très clairs. Je leur avais dit que non. Voilà, il n'y avait aucun doute. Et ce n'est pas comme ça qu'ils... En plus, s'ils avaient espéré comme ça me pousser, ils auraient dû me le montrer. Mais je pense qu'ils auraient été encore plus vexés si je leur avais dit non. Alors, je termine sur 2 dernières questions pour permettre à mes collègues de vous interroger aussi. Nous sommes, Madame Spielbout et moi-même, nous avons saisi un document dans les archives de Bétarame, qui est un courrier de M. Prota, qui est à l'époque président de l'APEL, c'est l'association des parents d'élèves. Ce courrier, il l'adresse le 29 octobre 1996, donc je crois que vous avez à l'époque quitté l'établissement, au directeur de Bétarame, et il évoque 2 faits de violence perpétrés par des adultes sur des élèves. Un de ces faits est décrit comme une agression manifeste, et il s'agit... Encore une fois, puisque vous avez vous-même nous avez indiqué avoir assisté à une scène de ce type, d'un élève qui aurait été tabassé par un encadrant, professeur ou surveillant, ça n'est pas précisé. Et le courrier de M. Prota, je le cite, indique « Nous n'osons pas imaginer les conséquences de ce tabassage si le professeur de mathématiques n'était pas intervenu UE ». Je vous pose la question parce qu'on s'est interrogé. Même si la chronologie semble indiquer que vous n'étiez plus là, mais est-ce que ce professeur de mathématiques, UE, donc une femme... Si c'est un événement qui a eu lieu après septembre, non. Mais s'il fait référence à un des premiers événements qui a eu lieu donc début en 95, au printemps 95, où j'ai vu un enfant rossé dans la cour, et là, effectivement, je suis intervenue, donc je ne sais pas. Voilà. Mais Vous étiez intervenu lors de l'épisode que vous nous avez évoqué tout à l'heure. D'accord. C'est-à-dire que j'ai fait séparer les enfants. J'ai fait séparer les enfants et puis j'ai demandé au gamin s'il avait besoin de quelque chose. Enfin, ce qu'on fait quand on voit un enfant, je l'ai emmené se laver le visage. Enfin, les petites choses bêtes qu'on fait au quotidien. C'était des surveillants c'était des enfants qui se battaient quand vous êtes intervenu, ou un surveillant ou un adulte qui avait frappé un enfant? C'était un enfant et il devait être frappé par. Alors, le problème, c'est que les surveillants, c'était souvent des grands adolescents. Donc moi, j'avoue que je n'ai probablement pas fait la part, mais moi, je me suis occupée de l'enfant. Voilà. Oui, je veux rappeler qu'il y avait des élèves surveillants à Bétarame. C'est dans le rapport d'inspection, en effet. Ma dernière question, nous sommes en possession d'une correspondance entre le père Landel, qui est à l'époque directeur de l'établissement, et le recteur de Bordeaux. C'est une correspondance qui date du mois de mai 1996, correspondance dans laquelle les deux discutent de votre renvoi, Madame Gulung, des conditions qui permettraient votre renvoi, et discutent aussi des conditions qui permettraient de ne pas réinscrire dans l'établissement Marc Lacoste étant l'enfant qui est victime d'un coup, du coup d'un surveillant, coup qui va lui faire perdre l'audition et qui conduira son père à déposer une plainte en 1996. Comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous pouvez me donner la date? C'est en mai 1996 que ces échanges interviennent. En fait, ça correspond à quelque chose que j'ai vécu. C'est-à-dire que moi, à ce moment, c'était au moment où on nous a distribué les services de surveillance de brevets. On est venu à moi et on m'a dit, de toute façon, vous n'irez pas. Si vous y allez, on vous empêchera d'y aller. Il n'est pas question que vous surveillez les brevets. Et de toute façon, on fera en sorte que vous soyez renvoyés. Voilà. Donc je pense que c'est lié. Mais je ne connaissais pas non plus ça.
Je veux juste, et vous me dites si ça correspond à votre correspond, perception. ça correspond grosso modo au moment où on distribuait les surveillances de brevets. Résumer ma perception de la chronologie. Il y a vous arrivez dans l'établissement, vous êtes témoin de faits de violence, vous allez les signaler. Oui. Il y a ensuite une inspection dans laquelle vous êtes très fréquemment, votre situation est très fréquemment évoquée et qui conclut sur la nécessité de vous renvoyer. Et à la suite de cette inspection, il y a tout un tas de messages qui vous sont adressés, qui vous font entendre que vous ne serez plus présente dans l'établissement dans les semaines et les mois qui viennent. On fera en sorte que je ne sois plus là. Voilà. Je pense que ces gens-là, en plus, ce que je trouve curieux, c'est le recteur, parce que je pense qu'au niveau de l'établissement, je pense qu'ils n'avaient pas très bien compris qu'un professeur certifié, c'était moins facile que ça de s'en débarrasser. Mais le recteur était censé le savoir quand même. Madame Gulung, j'ai une question, et j'aimerais bien que vous répondiez vraiment simplement. À un moment, vous dites, je dis aux enfants, aux jeunes, vous pouvez appeler le 119, aller au village. La cabine était très près. Oui. Et vous dites, au cas où un pépin vous arriverait. À quel genre de pépin vous pensez à ce moment-là? Ces enfants-là, ils étaient terrifiés parce que leur petit camarade avait passé, en fait, avait été abandonné dehors, sous le gel. Et eux, ils se disaient, mais moi, je n'arriverais pas vivant à l'hôpital si j'avais été à leur place. C'est à ça que Donc, en fait, les enfants témoins, vous aviez peur qu'il leur arrive la même chose? Ils avaient peur. Ils avaient peur eux-mêmes, d'accord, très bien. Oui, je vous remercie. Ils avaient peur. C'est de ça qu'ils avaient peur. D'accord, je vous remercie. Donc, on va prendre des questions des collègues avec Alexis Corbière. Allez-y. Il faut que ce soit... Il n'y a pas d'autres il y a... Non. Je voulais quand même vous raconter quelque chose. Juste après que ces enfants aient été mis dehors, que le matin, je vois mes élèves, je raconte ça. Je ne sais pas si c'est l'après-midi ou le lendemain, le père Caricard, qui n'était pas dans l'établissement, qui n'était pas sur Bétarame, arrive avec 2 acolytes, réunit tous les profs avec ces 2 acolytes, en soutane noire, petit bouton, les 2 acolytes avec un beau bonnet carré et un gros pompon, très Gustave Doré, hein, et réunit tous les enseignants, et nous sommes, sous peine de sanction, de ne pas parler ni aux journalistes, ni aux policiers ou à la gendarmerie, ni à nos familles de ce qui s'était passé, en nous disant qu'on risquait de faire fermer l'établissement et qu'en tout cas, s'ils savaient que l'un d'entre nous en parlait, il serait sanctionné. Et là, moi, j'y attache de l'importance. Et là, j'ai ironisé parce que je le trouvais quand même un peu ridicule, avec ces petits boutons, à se déplacer à 3 pour nous dire quelque chose qui est à ce point honteux. Et aucun des collègues qui étaient là n'a profité de la situation pour se rebeller, si peu que ce soit. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je vous remercie. Donc, Monsieur Corbière, allez-y. Bon, merci. Ce que vous venez de dire était un peu dans le sens de la question, où ce que vous dites est assez lumineux. Revenez peut-être, ce système, pour quelle raison, d'après vous, les collègues, adhérer à ce système? Pourquoi le témoignage que vous apportez est très courageux? Pourquoi, sans fausse modestie, si je puis dire, pourquoi vous pensez que vous avez eu ce courage-là et que les autres collègues ne l'ont pas fait? Et attendez, je termine il faut aller très vite. Vous parlez une belle langue, vous parlez de rosser, l'Asie, mais j'aimerais juste que, parce que c'est des mots un peu moins utilisés, qu'est-ce que ça veut dire rosser? C'est-à-dire des coups de poing. D'accord. Donc il y a un enfant qui saigne, manifestement. Et juste, je voulais une précision, parce qu'après votre témoignage, c'est un adulte, là, vous avez manqué de précision, ou est-ce que c'est un adolescent? Qu'est-ce que vous appelez des lazis? Ça veut dire, est-ce que vous me le direz, hein, est-ce que quand vous traversez la cour, vous avez l'impression qu'est organisée une espèce de bronca et d'insultes? Et je termine, la première fois, ce que vous voyez dès les premiers jours, pouvez-vous le revenir quand vous rentrez dans la pièce? Vous avez dit que vous avez entendu du bruit, c'est-à-dire que vous avez vu un adulte qui frappait. D'accord, voilà, c'était ça là. Ah, d'accord. Mais il faut mettre le micro, Madame Gulung. Oui, j'ai entendu, j'ai pas vu. Je passais à côté, la porte était à côté de moi, c'est du papier à musique. Et on entendait les coups, on entendait les hurlements, et on entendait l'enfant qui demandait grâce, qui disait « Arrête, tu me fais mal ». Voilà. Et pas une fois, hein. Voilà.
pour cette question-là. Merci. Après, pour les collègues, alors, je crois qu'il faut comprendre comment fonctionne le système d'embauche dans l'enseignement catholique. Voilà. En fait, les gens arrivent là vierges de toute expérience pour l'immense majorité d'entre eux. Le plus souvent, ce sont des élèves qui ont été embauchés. Moi, je suis arrivée à Saint-Dominique comme ça aussi. Hein. Enfin, moi, je faisais des études de mathématiques, mais de temps en temps, je rentrais à Pau et ma mère me disait « Alors Françoise, quand est-ce que vous venez nous voir ?» Donc voilà, moi j'étais contente, j'appréciais, et voilà. Et de toute façon, je n'avais pas à l'époque perçu les différences en termes de carrière entre les deux, donc c'était clair. Donc à Bétharram, les gens qui arrivaient étaient en général, je pense, d'anciens élèves, de gens ou des personnes de l'entourage immédiat de la direction, quand on n'avait pas trouvé d'anciens élèves pour le transformer en professeur. Et ces gens-là restaient toute leur carrière. Non seulement ils restaient toute leur carrière, mais dans l'enseignement public, les inspecteurs rencontrent les enseignants. Ils les réunissent pour parler des programmes, pour tester des pratiques, etc. Les enseignants du privé sont totalement ignorés du rectorat, mais totalement. Alors, selon l'établissement où on se sent un peu ostracisé, mais dans d'autres établissements, je pense que l'ostracisme est à double sens. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Voilà. Merci. Madame Adizadeh. Merci, Madame la Présidente. Pardon. Pardon. Merci, Madame la Présidente. Madame Gulung, tout d'abord, je vous remercie. À vous entendre, je voudrais vous dire que je mesure à quel point ça a dû être difficile pour vous de vivre toutes ces années avec le sentiment que vous voulez vous coller les... Alors, ouais, peut-être que... Voilà, moi, je voulais dire... Je voulais pas dire ça, mais effectivement, vous l'avez. Mais on a voulu vous faire passer pour quelqu'un que vous n'étiez pas, en fait. Et ça, je le mesure avec la violence du rapport de l'inspection. Ma question était là-dessus, mais comme le rapporteur l'a posé, c'était ça. Je voulais savoir si vous étiez au courant, si vous aviez été interrogé. Et de ce fait-là, moi je tiens à le dire, ce rapport n'a aucune valeur. Voilà, je tiens à le dire ici devant la commission, un rapport d'inspection qui mentionne autant une professeure et qui n'a pas pris la peine de l'interroger n'a aucune valeur. Et d'ailleurs, je crois que l'inspecteur a lui-même émis des remords publics au sujet de la légèreté avec laquelle il avait commis ce rapport. Moi, je crois que je voulais revenir juste sur un point. Vous avez dit qu'on vous avait fait venir dans cet établissement pour en prendre la direction adjointe, pour changer la réputation de l'établissement, c'était bien ça, à Bétharram? C'était le discours qui m'a été tenu. Voilà, mais bien sûr. Mais alors, de quelle réputation? Voilà, parce que tout est une question de réputation. Mettez votre micro, Madame Gulung. Mettez votre micro, s'il vous plaît. J'étais à Pau. J'y étais d'abord enfant, enfin adolescente, puis professeur. Et nous, enfin, aucun des enseignants que je fréquentais n'aurait eu l'idée d'envoyer ses enfants à Bétharram. Bétharram avait une image de boîte à claques, de lieu de torture. Il m'est arrivé, en tant que professeur principal dans l'établissement de Pau où j'étais, de recevoir plusieurs fois des enfants venant de Bétharram. Je me souviens très précisément d'une fois. Ça devait être en 4e ou en 3e. J'étais dans une classe où il y avait une majorité de filles. La directrice me fait venir, elle me dit, voilà, je vais vous mettre un élève qui vient de Bétharram. Il est extrêmement fragilisé, il a vécu des choses très très dures. Soyez prudente avec lui. Si vous voyez quelque chose qui ne va pas, contactez-moi pour qu'on en parle. Entre nous, les adultes, on ne savait pas, mais on soupçonnait qu'on ne pouvait pas maltraiter ses enfants sans un but, quoi. Et de toute façon, le bruit courait quand même qu'il y avait des abus. Voilà. C'était un bruit. Quand vous décidez d'aller du public vers le privé, pour changer cette réputation, vous avez aussi en tête de pouvoir... Ah oui, donc quand vous allez à Bétharram avec cette réputation en tête, vous dites, moi, je pourrais peut-être faire quelque chose contre ça? Alors, votre micro, s'il vous plaît. J'avais fait cette formation. Après tout, pourquoi a priori aurais-je dû penser que cet homme mentait? Bon, mais c'était sans enthousiasme particulier. Je me suis dit, je vais voir. Et de toute façon,
Je n'avais même pas pris le temps de chercher un poste. Donc, je n'avais même pas pris le temps de récupérer la liste des postes à pourvoir. Donc, voilà. Madame Gulung, malheureusement, nous allons devoir nous arrêter là parce qu'on ne peut pas la libérer plus tard que 19h pile. Sinon, elle va louper le dernier train du soir. Mais moi, je pense que c'est important aussi, sauf si vous posez vos questions qui vont durer 30 secondes et qu'on laisse le mot de la fin à Madame Gulung. Si vous en êtes d'accord, Madame Legrain et Madame Mesmer, est-ce que vous êtes d'accord comme ça? C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Voilà, donc on vous écoute, allez-y. Très dur de ne pas saluer votre courage, donc je le fais très vite. Est-ce que tous les documents, tous les signalements que vous avez envoyés, vous les avez gardés? Est-ce que vous les avez transmis à nos rapporteurs? Et est-ce que vous avez vu une différence dans le traitement des enfants à Betaram? Oui, bien sûr, aussi pour saluer ce que vous avez fait, parce que vous semblez vous torturer avec l'idée que vous n'avez pas pu faire tout ce que vous... Je crois que vous avez fait absolument tout ce que vous pouviez dans la période. Et la question que j'aurais voulu vous poser, c'est la question des chaînes de pouvoir. Vous avez un peu évoqué le statut des anciens. Est-ce que vous pouvez préciser qui était sous la responsabilité de qui? Il me semble qu'il y a même les enfants qui étaient là-dedans en étant parfois surveillants. C'est-à-dire, quelle était la chaîne de pouvoir au sein de ces établissements qui permettait à la fois les abus et aussi de faire pression pour pas parler? Merci. Voilà, maintenant vous rallumez votre... Non, c'est bien, il est déjà allumé. C'est formidable. Je dirais qu'il n'y avait pas de chaîne de pouvoir. C'était carrant. Je veux dire, s'il y avait une chaîne de pouvoir, il y aurait eu des priorités. Et en fait, c'était... comment dire? De toute façon, battre un enfant n'était pas sanctionnable. Donc voilà. Mais je pense aussi que les élèves surveillants étaient dans... enfin, bon, ils répétaient ce qu'ils avaient vu, mais ils n'étaient pas non plus aptes à y réfléchir. Par contre, les enseignants, s'ils avaient eu des contacts un peu plus avec l'extérieur, ce qui est plus difficile à Betaram que quand on est dans une grande ville, mais ce qui serait possible si le rectorat faisait son travail, je suis désolée. Voilà. Les documents. Alors ça, c'est extrêmement... Je suis désolée parce que... Alors, petit 1, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait le premier type d'ordinateur portable, ça s'appelait un Amstrad, et c'était en langage... je suis fatiguée, excusez-moi. Et donc, bon, j'avais des disquettes. Je les ai gardées très longtemps. J'ai changé d'ordinateur régulièrement. Il y a quelques années, il y a environ 5 ans, j'ai commandé un appareil, un lecteur multidisquette. Mais en lisant la notice, j'ai vite compris qu'il fallait absolument que ça soit des langages déjà plus élaborés, mais que le MS-DOS, ça passait pas. Donc ça supposait, j'ai quand même vérifié qu'éventuellement, en envoyant les disquettes, on pouvait les faire éventuellement relire dans la mesure où elles auraient été en bon état. D'abord, il y en avait des stocks, je n'allais pas les envoyer toutes, puis ça avait un coût absolument énorme. Donc je n'avais pas les envoyé toutes, donc j'ai gardé ça précieusement. Et en début 2023, je pense, à un moment, je me suis dit, mais ma fille, tu as 75 ans, tu vas encore te pourrir la vie à avoir ça autour de toi? C'est pas possible, il faut maintenant que tu effaces tout et que tu profites de tes dernières années. Et donc, j'ai mis tout ça dans des grands sacs poubelles jaunes et je les ai amenés à la déchetterie. Voilà. Ainsi que d'ailleurs des documents concernant les 10 ans suivants où j'ai aussi dégusté. Voilà pour le récit poignant de cette ancienne enseignante à Betaram qui a tenté de briser l'omerta, d'alerter en vain les autorités sur les violences commises sur les enfants à Betaram. Alors on continuera bien entendu à suivre ces auditions devant la commission d'enquête sur LCP. Les députés doivent notamment auditionner des représentants des administrations publiques, ceux des institutions religieuses, puis viendra le temps des auditions de responsables politiques, à commencer par celle de François Bayrou en personne. Ce sera donc à suivre sur LCP. À bientôt.